Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire SCC pour l'offre FlexCloud by SCC. Donc je me présente, je suis Régis Daven, je suis le directeur de l'entité Hybrid IT Solutions que je vais présenter rapidement juste derrière, et je serai accompagné pour ce webinaire de Sébastien Crusetta qui est Solution Architect spécialiste infrastructure. Donc l'agenda que nous vous proposons, c'est une petite présentation succincte de SCC. Je ferai une introduction sur l'hyperconvergence et pourquoi un tel engouement sur cette architecture présente dans les data centers depuis 4-5 ans. Sébastien après reprendra la main pour présenter l'offre FlexCloud qui est globalement amener les fonctionnalités du cloud public dans le data center. On fera un petit tour sur les bénéfices de la solution, une conclusion et quelques questions-réponses pour clôturer ce webinaire. Hybrid IT Solutions est une division de SCC où nous travaillons sur la modernisation des data centers et évidemment l'intégration des clouds publics et clouds privés au sein de ce data center pour amener l'hybridation au sein de celui-ci. Donc, nous travaillons sur une approche classique, qui est la modernisation du data center au travers de consolidation, de virtualisation, évidemment avec des approches classiques autour de l'infrastructure convergée, de l'hyperconvergence, le sujet de ce matin, et évidemment sans oublier la data protection, puisque la donnée, c'est l'or noir ou l'or gold de l'entreprise et comment faire de ne pas la perdre, et vu l'explosion du montant du volume de données, comment les sauvegarder dans le data center ou dans le cloud. Évidemment, aujourd'hui, on ne peut plus parler de data center sans parler de cloud. Donc, on a une division Data Center Automation qui travaille sur la mise en place de cloud privé autour de l'automatisation, orchestration. Donc, c'est un peu le sujet aussi ce matin. Évidemment, sur l'approche DevOps qui amène des nouveaux usages autour de la containerisation et autour de forges logicielles pour pouvoir implémenter, développer plus rapidement. Et évidemment, le management de l'ensemble des infrastructures autour du service managé, que ce soit du cloud privé managé. Donc, on a racheté il y a 2 ans une société qui s'appelle Flowline qui permet de fournir du IaaS, on va dire made in France, avec des infrastructures en France. On est certifié ISO 27001, GDPR, etc. Donc, on a notre propre IaaS. On travaille évidemment avec les clouds publics. J'ai mis Azure, AWS. Donc, on va travailler sur l'architecture, la facturation et l'intégration des clouds publics au sein du data center. On va parler de lift and shift, de replatforming, d'applications, etc. Et évidemment, la partie cloud hybride, au travers d'une CMP, de pouvoir manager l'ensemble des 2 clouds. On va annoncer aussi sur ce sujet-là en septembre une Universal Cloud Gateway qui permettra derrière un portail de pouvoir gérer les différents comptes Azure, AWS, mais aussi le cloud privé autour des technologies VMware pour pouvoir avoir une plateforme de facturation unique et pouvoir gérer les comptes, les usages, bloquer des comptes, réallouer de la volumétrie au travers de cette plateforme. Donc ça sera annoncé au mois de septembre et le tout en service managé. Donc, quels sont aujourd'hui les nouveaux enjeux que nous constatons chez nos clients? D'abord, c'est un besoin business. Les lines of business ou les divisions métiers ont pris de plus en plus de poids dans les entreprises. C'est elles qui ont les budgets et c'est elles qui drivent l'IT. Même si aujourd'hui, on continue à travailler sur des tech refresh, on n'a plus, entre guillemets, de tech refresh pour se faire plaisir ou pour mettre à jour l'infrastructure du data center qu'on en avait quelques années. Maintenant, on est vraiment drivé par les besoins business. Et les besoins business, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de rapidité. C'est-à-dire que le monde d'aujourd'hui va de plus en plus vite. Une société de l'autre côté du monde peut sortir une offre et grâce aux réseaux sociaux, à Internet, se propager viralement hyper rapidement, ce qui fait qu'il faut être hyper rapide, fournir de plus en plus rapidement les nouveaux usages, les nouvelles applications pour les clients. Donc ça demande de la flexibilité.
parce que ces nouveaux usages, imaginons si on prend l'exemple d'un service web qui s'appelle Molotov, qui est un portail vidéo que l'on peut utiliser. C'est une société australienne. C'est sorti super vite, ça vient concurrencer des grosses sociétés en place. Et par contre, leur service, ils savent pas s'il va prendre 10 000 abonnés, 100 000 ou 10 millions d'abonnés. Donc, besoin d'une architecture hyper flexible et sans avoir à dimensionner le potentiel à 3 ans, comme on faisait avant, où on disait, voilà, dans 3 ans, je vais avoir besoin de X CPU, besoin de X volume de données, je chiffre. Et puis, des fois, on s'apercevait qu'au bout de 2 ans, au bout d'un an, on avait explosé les quotas, ou au bout de 3 ans, on n'était qu'à 20% de consommation. Besoin aussi de mobilité, donc j'entends par mobilité la capacité de peut-être que le service marketing ou logistique travaille avec une société externe pour définir un nouveau besoin, définir une nouvelle application, donc de l'avoir développé dans le web avec un service Amazon, et puis à un moment de se dire j'ai besoin de l'industrialiser et de revenir vers la DSI en disant voilà, on a développé cette application, on a besoin de maintenant qu'elle soit beaucoup plus scalable, qu'elle soit plus performante. Donc, je voudrais la remettre en interne pour des raisons de sécurité ou XY ou de stratégie d'entreprise. On remet en interne. Donc, on a besoin que les infrastructures puissent prendre des logiciels qui viennent du cloud, les amener en interne ou faire l'inverse, de mettre ce service dans le cloud. Donc, d'avoir une mobilité des applications dans les différents usages. Le constat, alors là, on parle de généralité. Il y a sûrement des clients il y a des clients qui ont largement avancé sur le sujet, mais je parle de plus de généralité. On fait un constat quand on se retourne dans le data center, c'est que souvent on a accumulé beaucoup de boîtes ou de serveurs, de baies de stockage, parce qu'il y a des projets qui ont demandé telle infrastructure. Après, on a racheté une société et puis on a intégré tout son IT et on se retrouve avec énormément de boîtes où il y a eu plusieurs types d'appels d'offres et un jour c'est HP qui a gagné, un jour c'est Dell, un jour c'est NetApp. Donc on se retrouve avec un environnement multiple. Donc ça veut dire beaucoup d'outils pour les manager. Donc ça veut dire que c'est compliqué. On a créé des silos. On peut avoir un environnement où on a cru énormément et on arrive à saturation. Il faut rajouter des tiroirs alors que peut-être dans la baie de stockage à côté, on n'est qu'à 30%, mais on peut pas connecter les serveurs dessus. Ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de ressources pour gérer tout ça, si on est en 24/7, comme aujourd'hui la plupart des entreprises, et on a une croissance difficile parce qu'on a développé des silos et c'est compliqué de croître. Ou à un moment, on est arrivé au bout de la baie et on est obligé de soit de changer les contrôleurs ou de réinstaller une nouvelle baie, de migrer les données parce que la baie est arrivée un peu à saturation. Donc les attentes des métiers, c'est vraiment d'avoir cette notion de time to service ou time to delivery ou time to market, c'est de pouvoir délivrer rapidement les infrastructures. On a quelques clients où entre l'émission du besoin et la mise à disposition de l'environnement, on était à 3-4 mois sur l'infrastructure. Donc aujourd'hui c'est plus tenable, d'où le développement du Shadow IT ou des services sont allés voir à l'extérieur pour pouvoir avoir ces infrastructures rapides, de réduire son temps d'intégration. Si je prends l'exemple que je citais juste avant de notre grand client, sur une infrastructure dite best of breed, on était à 1 mois et demi, 2 mois d'intégration. On est passé vers du converge infrastructure qui est déjà de pré-packager ou d'acheter les serveurs, le stockage, les switches, et on a réduit le time to delivery. Et après, d'aller sur des technos comme l'hyperconvergence, qu'on verra après, pour réduire encore ce time to service. Que ce soit cloud compatible, aujourd'hui, donc souvent c'est au travers de connecteurs de type S3 pour pouvoir aller, par exemple sur Amazon, donc de pouvoir avoir une extension dans le data center d'un hyperscaler ou d'un cloud souverain du stockage, donc de pouvoir aller chercher de la complémentarité de volume. Faire les choses simplement, je pense qu'aujourd'hui le métier des DSI est quand même pas de gérer la connectique entre les switches, entre les serveurs, le stockage, mais c'est de faire les choses le plus simplement possible pour se concentrer sur les applications. Mais évidemment, d'avoir des coûts optimisés, ça fait des années que tous les ans on nous dit il y a moins 20% de budget, donc il faut pouvoir s'adapter
tout en gérant la croissance, hein, où on voit que il y a, même si on va dire en termes de compute, on reste assez stable avec la croissance des puissances CPU et puis bon la virtualisation à outrance, l'arrivée des containers qui font qu'on consomme un petit peu moins de compute, mais on voit une explosion du volume de stockage, hein, un petit chiffre assez éloquent, hein. Il s'est créé ces 2 dernières années 90% des données au niveau mondial et on a une croissance où pratiquement tous les ans on va créer 10 fois ce qu'on a créé l'année d'avant. Donc il faut pouvoir gérer ça et maintenir les coûts. Donc, ce qu'on voit sur le marché du stockage et l'hyperconvergence qui est le sujet ce matin, et avant tout du compute avec du stockage, c'est qu'on a un changement de paradigme. On voit, alors ça c'est les analystes, alors on peut penser que les sondeurs ou les analystes n'ont pas toujours raison sur peut-être la courbe d'approbation des nouvelles technologies, mais on voit bien une tendance aujourd'hui de la montée du SDS, hein, du Software Defined Storage, donc c'est la courbe bleue, et une décroissance du stockage dit traditionnel, SAN, NAS, DAS. Donc on se situe à 2018, on n'est pas encore au point de rupture, mais on voit, et d'ailleurs les chiffres des derniers trimestres des ventes de stockage l'ont montré, hein, on voit une inflexion des ventes de stockage traditionnelles, une explosion du volume de données, comme je disais juste avant, mais ces données vont aller vers une banalisation du hardware, hein, donc on va se positionner sur du consommable x86 et on va mettre la couche de logiciel, là où est l'intelligence, au-dessus pour pouvoir gérer tout ce stockage. Donc on va avoir deux approches. Et évidemment, avant d'avoir les deux approches, évidemment, il y a une partie du stockage qui va chez les hyperscalers, donc dans tous les clouds type Amazon, Google, Azure et les clouds de type Flowline ou les clouds souverains, Outscale, etc. Donc ça, c'est une partie. Mais on voit cette approche SDS, donc avec deux approches. Une approche qui va être VM-centrique, plutôt orientée autour du DevOps, autour du VDI, autour de tous les environnements virtualisés. Et une approche storage centrique avec du SDS pur de type des produits de type Cohesity qui vient d'arriver sur le marché français, Scality qui est la pépite française pour faire du SDS et d'autres Cloud Object Storage d'IBM, etc. Et là, on va avoir une notion de scale out sur le stockage. Donc si on repart sur l'hyperconvergence, rapidement, c'est quoi l'hyperconvergence? Quand on était avant sur une infrastructure dite classique, legacy, on avait des serveurs avec l'hyperviseur, des SAN switch pour se connecter au stockage. Donc on gérait l'ensemble des infrastructures avec des problématiques, comme je disais avant, de silos quand la baie était pleine, donc c'était une approche scaling. Quand la baie était pleine, on était obligé de changer le contrôleur ou voire de rechanger tous les disques de la migration. Il y avait quand même beaucoup de services d'intégration sur les serveurs pour connecter avec les switches, le stockage. Des fois des problèmes de matrice de compatibilité sur les drivers, sur tout le stack en allant du stockage au serveur. Donc est apparu il y a 5-6 ans la Converge Infrastructure, qui était déjà une première réponse, c'était d'avoir un validity design, c'est-à-dire que les constructeurs, que ce soit, on va dire les plus connus, c'était VCE avec l'approche VBlock, NetApp, UCS, Cisco sur les FlexPod et HP avec leur offre 3 parts et C7000, c'est-à-dire qu'on pré-package tout en usine. Alors pour la partie FlexPod, c'était fait sur le site d'intégration de SCC à Lieusaint en région parisienne pour pouvoir réduire ce time to service. Et puis quand il y avait des mises à jour de microcode pour l'exploitabilité, tout avait été déjà validé et on mettait tout le stack à jour. Donc ça réduisait déjà le problème d'avoir une maintenance unique, ce qu'on appelle un single point of contact, et d'avoir un design qualifié et de réduire les problèmes d'intégration. Donc ça, c'était la première approche. Et puis après, il est arrivé il y a 4 ans l'approche hyperconvergence où on a regroupé le compute, le stockage, les switches dans un même serveur. Un serveur banalisé, x86, donc il n'y a pas eu de hardware de redévelopper pour dessus, et toute l'intelligence, on va dire, de l'OS du stockage, l'administration, etc., est mis sur une couche au-dessus, et c'est arrivé l'hyperconvergence. Donc ce qui permet d'avoir
un single point of contact sur la maintenance, d'avoir, et Sébastien va le détailler plus après, mais des fonctionnalités où on a le one click upgrade, où là on va mettre à jour la plateforme d'un seul coup et on n'a plus les problèmes d'intégration. Donc cette technologie-là est arrivée des GAFA, hein, c'est les ingénieurs de chez Google qui avaient développé cette approche-là pour leurs besoins internes, sont sortis, ont créé une société et puis ont développé un Google File System et puis ont généralisé cette technologie et cette approche d'avoir cette croissance scale-out et de pouvoir réduire et d'empiler les serveurs avec le stockage intégré et d'assurer la croissance. Donc, ce qui fait que l'hyperconvergence reprend bien les points qu'on a vus juste avant, qui est le fameux time to service, puisque quelque part je mets des serveurs et là on a déployé toute technologie confondue plus de 1600 nœuds depuis 3 ans. Donc on a un bon retour et on s'aperçoit qu'une fois que les premiers clusters ont été mis en place, l'intégration d'un serveur, ça prend une demi-heure, 1 heure, le temps de sortir le serveur du rack, de le racker, et par extension le logiciel va aller prendre les nouvelles ressources et voilà, c'est prêt. Donc c'est un time to service extrêmement rapide. On fait simple, hein, puisque on a un client qui a plus de 600 nœuds et c'est toujours la même équipe d'administration. Ils sont 2 ou 3 pour gérer toute la plateforme, donc c'est hyper simple et on administre d'une console unique. La scalabilité, Sébastien reviendra dessus, mais globalement, on rajoute des serveurs, donc il y a un minimum de nœuds pour démarrer, mais après on va rajouter des nœuds, ce qui fait que on va scaler en fonction des besoins. Si on voit que le service est pas sur la croissance demandée, on va s'arrêter. Si ça reprend, on livre des nœuds et on est capable de linéariser les investissements et d'avoir une vue précise des investissements. La sécurité, comme tout est intégré, packagé, il y a une sécurité au niveau des données, au niveau de l'accès aux données au travers de la console d'administration, donc tout ça est bien verrouillé. L'intégration rapide, j'en ai parlé, on met des nœuds et ça va super vite. Donc l'idée, et la philosophie de l'infrastructure hyper convergée, au-delà de regrouper tout le hardware, mais il y a énormément de fonctionnalités que va détailler Sébastien, c'est d'amener exactement les mêmes fonctionnalités du cloud public à l'intérieur du data center pour pouvoir fournir la disponibilité, la rapidité, etc. Donc c'est vraiment, j'amène les fonctionnalités du cloud public à l'intérieur du data center. Ce qui fait que SCC a une vision maintenant assez claire depuis plusieurs années sur le data center du futur ou le data center plus agile, donc où globalement on va avoir un besoin pour les applications dites legacy, demandant de la base de données avec de la haute performance, de l'ERP sur des technologies flash avec des bêtes disques dédiés. Là où on a des besoins de temps de réponse des latences en microsecondes, là on est sur du flash. Un tier 2 qui va être plutôt VM centrique, VDI, DevOps, là on va être sur de l'hyperconvergence. Un tier 3 qui va être pour stocker les volumes de données extrêmement importants, donc sur du hautement capacitif, mais qui ne nécessite pas forcément de la très haute performance. Donc on va parler de latence en millisecondes, et là on va être sur des notions de logiciels SDS, comme je citais, de type Scality, pour pouvoir stocker ces gros volumes de données, ou ECS de Dell EMC, hein. Et puis évidemment, sans oublier la data protection, donc avec des nouvelles approches, hein, puisque on voit que les fenêtres de sauvegarde se réduisent de plus en plus. On a une explosion des données, il faut tout sauvegarder, donc il y a des nouveaux concepts qui arrivent avec des appliances scale-out, avec du software defined storage qui peut être utilisé comme repository de backup. Le tout évidemment orchestré, automatisé, même aller plus loin. Avec une cloud management platform qui pilote au travers des API. Hein. Toutes les technos aujourd'hui sont API REST de bout en bout pour pouvoir être administrées automatisées au travers d'orchestration d'automatisation, et évidemment avec un déport dans le cloud pour pouvoir assurer des pics, d'afflexibilité, etc. Donc là, je repasse la main à Sébastien sur le pourquoi on a créé l'offre FlexCloud. Donc l'idée de cette offre est venue du fait qu'il fallait simplifier une architecture qui
qui pouvait s'adresser uniquement avec VMware. Donc l'idée c'était de proposer une architecture simple qui était totalement scale out. Donc l'idée de l'hyperconvergence est venue sur ce socle. Pourquoi ensuite parce que VMware aujourd'hui est la part de marché de la virtualisation et de l'orchestration numéro 1, à savoir que les clients sont majoritairement sous VMware. Donc aujourd'hui on a visé VMware sur cette offre-là, sur toutes les offres qui sont du simple hyperviseur vSphere aujourd'hui à toute la couche orchestration qui s'appelle VRA, VRO. Et notamment aussi sur sa faculté de pouvoir s'annexer avec des outils de PRA, des outils de sauvegarde, des administrations as a service, et la facilité à se connecter à des fournisseurs de cloud. Donc l'idée c'était d'avoir justement une offre agile qui pouvait nous permettre de proposer à nos clients des solutions IT as a service. C'était aussi l'idée d'être sur une offre simple pour que ça puisse être facilement utilisé par les clients et que l'assistance téléphonique soit facile à être utilisée. Et enfin aussi que ça soit une offre sécure qui permet justement de sécuriser les données derrière. Donc l'idée c'était de partir sur cette offre qui s'appelle VxRail de chez Dell EMC. Donc c'est le socle de notre infrastructure FlexCloud. Aujourd'hui, on est parti sur cette offre-là puisque aujourd'hui c'est une offre Dell EMC et VMware. Donc c'est une offre qui inclut aussi bien des logiciels de type vSAN Enterprise, une solution vCenter Server et aussi vRealize Login Site et vSphere Ready. Donc tout ça c'est une suite logicielle qui est inclue dans ce bundle matériel et qui permet aussi d'être managé via une console centralisée qui s'appelle VxRail Manager et un Secure Remote Support qui permet de faire du call home support côté Dell EMC et qui permet d'avoir des interventions proactives de la part du constructeur sur des problématiques potentielles de malfonction hardware type disque dur ou choses comme ça. La protection des données aussi est inclue dans cette offre-là puisque aujourd'hui, on est capable d'adresser de la réplication via la solution anciennement matérielle qui s'appelle RecoverPoint de chez EMC. Aujourd'hui, cette offre-là a été software defined. Donc aujourd'hui, on peut l'implémenter sur des socles ESX. Et c'est une offre qui s'appelle RecoverPoint for VM qui sert à répliquer les VM, mais pas que. Ça sert aussi à répliquer et à journaliser les réplications, qui permet de revenir dans le temps sur une ancienne version d'une VM ou d'un fichier. Donc là, il y a aussi la version vSphere Data Protection, mais aussi de la Data Protection Suite qui a été rajoutée, puisque le rachat de EMC par Dell a permis aujourd'hui d'avoir une offre bundle complète sur le portfolio aussi bien matériel que logiciel. Donc on peut adresser aussi bien de la Data Protection vSphere, mais aussi toute la suite de backup qui est anciennement de chez EMC, qui s'appelle Data Protection Suite. Je vais aller rapidement sur la présentation de la gamme, sans pour autant parler trop quincaillerie, mais parce que l'idée c'est pas parler de quincaillerie, mais surtout des avantages logiciels. Aujourd'hui, on a deux types de configurations qui peuvent être mixés d'ailleurs. Ces types de configurations sont des types all flash, donc avec uniquement du disque all flash dedans, et aussi des configurations hybrides qui permettent notamment dans le cas de stockage un peu plus important et qui ne nécessitent pas forcément de grosses performances sur le socle de virtualisation. Donc sur le type d'appliance, on est sur du serveur typiquement Dell 14G, donc la toute dernière version, la toute dernière génération de serveurs Dell. Aujourd'hui, on a des serveurs, des e-series qui sont des serveurs 1U type PizzaBox, qui embarquent donc tout ce qui va être processeur, mémoire et disque dur, et toute la partie aussi connectivité 10 gigabits. On a aussi une offre qui est en format 2U et qui permet d'embarquer 4 nodes directement dans cette appliance.
On a des similitudes aujourd'hui qui sont de type Nutanix. C'est un peu la même chose en termes de hardware. Ce qui fait que la différence aujourd'hui de cette offre VxRail, c'est que on est sur des serveurs typiquement du Dell, voilà, du 14G. Pour parler de l'évolution, il faut voir, comme disait Régis avant, il faut voir que cette offre socle VxRail fonctionne un peu à la manière Google, comme Google l'avait inventé à l'époque. C'est-à-dire qu'on est sur des offres de serveurs de type scale-out. Donc l'idée, c'est de pouvoir partir petit avec 3 nœuds et de pouvoir évoluer aujourd'hui jusqu'à 64 nœuds dans un même cluster vSphere ou 16 appliances 4 nœuds. Voilà. Aujourd'hui, on peut monter jusqu'à 64 nodes dans un cluster, ce qui permet aujourd'hui d'avoir une évolution scale-out sur le besoin et l'évolution, et pas forcément être bloqué comme sur des architectures type legacy, baie de stockage en scale-up, où la volumétrie est le seul point d'évolution et où on reste bloqué, notamment sur la partie stockage. On reste bloqué sur une paire de contrôleurs. Là, l'idée, c'est vraiment de faire du scale-out, de faire augmenter la volumétrie, le compute et la mémoire, en rajoutant simplement des briques de serveur. Toute cette offre VxRail embarquée avec du vSAN ne serait pas assez pertinente si on ne parlait pas aujourd'hui de l'offre VxRail Manager, donc qui est inclus dans le VxRail, et qui permet aujourd'hui justement d'administrer cette offre-là, peu importe le nombre de nœuds, puisqu'on est capable aujourd'hui de faire de l'upgrade en un clic avec cette offre. On peut aussi monitorer complètement l'architecture au complet. Donc ça permet de faire des visions de tableau de bord, des états de santé, des événements matériels, donc sur l'ensemble du cluster, peu importe qu'il soit de 3 nœuds ou de 64 nœuds. La facilité de l'administration, ça rapporte notamment de la simplicité d'administration. Donc c'est aussi pour ça que aujourd'hui l'offre VxRail arrive à prendre son envol, puisque on est plus sur une offre simple vSAN, vSphere, mais sur une couche d'administration au-dessus qui simplifie grandement l'administration. L'avantage de ce VxRail Manager, c'est qu'il est orchestré avec la suite vCenter Server. Et le gros avantage de cette offre-là, c'est que si aujourd'hui vous êtes un client VMware, vous ne serez pas dépaysé, puisque aujourd'hui vous continuerez à administrer votre cluster VMware, votre nouveau cluster VMware, de la même façon que vous aviez l'habitude de l'administrer avant. Donc on n'est pas perdu, on n'est pas sur des nouveaux outils d'administration, on est sur de la simplification. Et sur justement, on essaye d'être le moins disruptif par rapport à ce que vous avez déjà connu en termes d'administration. Donc ça permet aujourd'hui de gagner du temps, puisque par rapport à un déploiement initial sur une architecture traditionnelle où on était sur des valeurs moyennes de 3 jours pour le déploiement de cette architecture, aujourd'hui on est sur à peu près 45 minutes de time to service sur un cluster VxRail. On a aussi grandement gagné sur la partie upgrade, puisque aujourd'hui il n'y a plus du tout de vérification à faire côté firmware, côté driver, puisque c'est Dell EMC aujourd'hui qui travaille en amont sur la compatibilité des upgrades et qui fournit à peu près tous les 2 à 3 mois des upgrades, que ce soit mineurs ou majeurs, sur l'architecture VxRail, et sachant que c'est Dell EMC qui fournit, toutes ces upgrades sont déjà validées en amont. Donc il n'y a plus de vérification, de problématiques de compatibilité à vérifier. Ça simplifie grandement les upgrades. Donc on en parlait, donc des mises en œuvre des upgrades aujourd'hui, puisque pour ajouter des ressources dans VxRail, rajouter un nœud supplémentaire ne prend pas aujourd'hui plus de 3 heures. Plus de 3 heures, elle prend 5 minutes aujourd'hui. Le management de l'infrastructure, aujourd'hui on est sur comme disait Régis aussi, quand on est sur des rachats, quand on est sur des jonctions d'architecture, on est sur des interfaces multiples d'administration, donc ce qui rajoute de la complexité. Là aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir une interface unique et qui n'est pas dépaysante, puisque je rappelle que c'est une architecture VMware, donc on n'est pas perdu, mais
ça nous permet de centraliser l'interface d'administration. Et le dernier point, et qui n'est pas des moindres, puisqu'on n'est pas sur des interlocuteurs multiples, à savoir multi-constructeurs, mais on a un seul constructeur de bout en bout, à savoir VMware Dell EMC, ce qui simplifie grandement la gestion des tickets, la gestion des incidents. Voilà, donc ce qui permet aujourd'hui de rajouter de l'agilité et de la rapidité sur la gestion de l'hyperconvergence. Donc, je vais rappeler rapidement comment est-ce qu'on peut capitaliser sur l'expertise VMware avec VxRail. Je disais, on n'est pas perdu puisqu'on est sur le même type de software. À savoir qu'aujourd'hui le vCenter vient administrer l'ensemble du cluster, donc on est toujours sur le même type d'administration. C'est des licences aujourd'hui, la licence vCenter est inclue dès les 3 premiers nœuds VxRail. Donc l'avantage de ne pas avoir à rajouter de licences externes vCenter sur ce cluster, c'est assez intéressant. Le VxRail Manager, donc je rappelle, qui permet de faire les installations, les upgrades, qui permet aussi de gérer, comme aujourd'hui un Apple Store sur un iPhone, permet de gérer un VxRail Market pour aller chercher des petites applications et qui permettent d'aller récupérer, comme sur un market aujourd'hui, des applis en one click. Et l'accès au support Dell EMC en ligne, voilà, qui est assez pratique. En option, mais on y reviendra plus tard, parce que nous on a travaillé sur une architecture et une suite de bundles complets en termes de licensing, mais aujourd'hui il est possible de rajouter la couche Operation de Verialize, anciennement VCOps de chez VMware, qui permet de justement gérer tout ce qui va être end-to-end analyse, les systèmes d'alerte proactive, les capacity management aussi, qui va permettre de savoir où est-ce qu'on va, et en termes de capacity planning, de savoir si le cluster aujourd'hui ou à 6 mois ou à 1 an a besoin d'évoluer. Donc ça permet de faire justement des investissements planifiés et de pas se retrouver bloqué face à une évolution trop rapide. Le Verialize Automation aussi est une suite qui peut être ajoutée à cette solution-là, donc qui permet aujourd'hui de faire de l'automation de VM ou plus vulgairement appelé le fameux four AVM, qui permet de créer des VM automatiques avec un portail self-service pour les entités d'une DSI par exemple. Là, le gros point fort de cette architecture-là, c'est qu'elle est capable d'être configurée en stretch, à savoir en multisite, en réplication synchrone. Cette fonctionnalité-là est apportée par la suite vSAN de VMware, qui permet aujourd'hui de faire du PCA et d'avoir un cluster sur chaque site et qui sont répliqués en temps réel. Ça permet d'avoir une résilience multisite, une réplication synchrone, et aussi par le fait que on peut gérer plusieurs clusters via une seule interface unique, on peut faire cette gestion centralisée du PCA, ce qui est assez pratique aujourd'hui. Les seuls prérequis qui sont aujourd'hui d'avoir la witness, donc une VM qui fait office de chef d'orchestre en cas notamment de split brain, qui est le point noir principal dans toutes les architectures PCA de type PCA aujourd'hui. Donc là, cette architecture ne déroge pas à la règle, hein. Il y a une witness qui est prévue, qui doit être déployée sur un 3e site chez vous, ou bien aujourd'hui il est possible de la déployer sur un cloud, puisque aujourd'hui on n'a pas de gros prérequis en termes de latence et en termes de bande passante pour cette VM. Elle est simplement là pour vérifier que tout se passe bien et en cas de pépin, de coupure entre 2 sites, de savoir où on en est. La grosse nouveauté aujourd'hui de ce vSAN 6.6 qui est sorti, qui était avant une contrainte, c'était avant il fallait avoir un vCenter en externe, donc il fallait rajouter des licences, il fallait avoir une machine qui reste sur le réseau. C'était assez contraignant dans le cas d'un stretch cluster. Aujourd'hui, la nouveauté de vSAN 6.6, elle permet aujourd'hui, moyennant un RPQ côté Dell EMC, d'avoir le vCenter directement dans les clusters, donc de profiter de la licence vCenter qui est incluse dans le cluster VxRail et de déployer directement intra-cluster cette console d'administration vCenter. Ouais. Donc, ce qui nous a amené à créer cette offre-là, c'est
on a vu, la partie VxRail, elle est sur la partie infrastructure, sur je provisionne comment dire, je provisionne mon infrastructure, hardware, serveur, stockage. Donc nous, on a créé un bundle qui s'appelle FlexCloud aujourd'hui, hein, alors les prix sont à titre indicatif, l'architecture elle est évidemment modifiable, mais c'est pour donner un ordre d'idée, c'est un bundle qu'on a généré où voilà, on a mis 3 nœuds, hein, c'est le minimum pour démarrer. On a rajouté 2 switches Dell, 2 switches Ethernet Dell EMC parce que avant on passait avec du switch SAN pour communiquer avec le stockage. Là on va passer par Ethernet. Nos premiers retours que l'on a eu, ça fait 4 ans maintenant qu'on fait de l'hyperconvergence, c'est que souvent on a sous-estimé au début les performances attendues du réseau pour pouvoir dialoguer interne. Donc nous, ce qu'on préconise maintenant dans toutes nos architectures, c'est de dédier des switches 10 gigabits minimum pour pouvoir faire ce dialogue interne et dédié, isolé, comme on avait avant un SAN Fabric. Là, on fait un LAN Fabric pour gérer et interconnecter tous ces nœuds. On a mis les licences VMware, donc suivant si vous avez des ELA ou si vous avez des contrats particuliers avec VMware, bon, évidemment le prix est pas le même. Et on a aussi rajouté une couche d'orchestration, d'automatisation, de portail de services qu'on n'a pas détaillé ce matin, mais que l'on pourra faire dans le cadre d'un rendez-vous d'un autre WebEx, donc qui est la couche VRA pour automatisation et VRO pour l'orchestration. Donc qui va permettre de faire tous les workflows pour provisionner des environnements avec tant de vCPU, tel réseau, tel utilisateur, etc. Et l'autre qui va amener le portail de service, la connexion hybride, c'est-à-dire que voilà, on peut le manager aussi avec d'autres clouds, etc. Donc tout ça, c'est pour un coût de 138 329 €. À titre indicatif. On peut le fournir aussi sous forme d'OPEX, c'est-à-dire que au travers de la filiale Rigby Capital, donc filiale à 100% de SCC, on est capable de monter des offres de financement englobant le hardware, le service et le software, et le coût d'un nœud supplémentaire comprenant son installation et tout le stack logiciel. Donc cette offre, elle fournit une offre clé en main, avec l'installation des 3 nœuds, des 2 switches dans le data center du client, la mise en place du moteur d'orchestration, un service IaaS, c'est-à-dire un template pour fournir un environnement Windows, un template pour fournir un environnement Linux, un DAT, une offre d'accompagnement donc sur la prise en main sur l'ensemble. On peut aussi, grâce à notre filiale Flowline ou un autre cloud provider, fournir une offre de backup as a service pour sauvegarder l'ensemble au travers du produit Vim Cloud Connect pour un coût de 1 000 € hors taxe par mois. Donc ça peut être fait, je disais Flowline, Amazon, lapsus révélateur, AWS et Azure et autres. Et on peut aussi fournir au travers de l'offre Data Center Services de SCC une administration as a service où on va être capable de superviser, exploiter, administrer en 24/7 la solution pour pouvoir vous débarrasser de toutes ces servitudes autour de l'infrastructure et d'avoir vraiment un environnement cloud où les utilisateurs internes, les développeurs, les métiers pourront se connecter au travers du portail, fournir les environnements et puis par des systèmes d'alerte, on pourra dire voilà, vous êtes à 80% du taux d'utilisation. On peut rajouter des nœuds, il faut rajouter des nœuds pour pouvoir absorber les prochaines VM ou le prochain stockage. Donc avec Sébastien, on a fait une estimation du nombre de VM supportés, donc c'est vraiment à titre indicatif, hein. Donc ça se situe entre 80 et 100 VM avec le profil. C'est un workflow de généraliste voilà. Le plus largement constaté, qui est aujourd'hui une machine standard 4 Go de RAM, 150 Go de disque. Sur un workflow standard type 80-20 écriture-lecture, on est sur une vision de 80 à 100 VM sur ce genre de socle, bien sûr adaptable en fonction de votre besoin
à chaque fois, puisque on est sur plusieurs gammes différentes de VxRail possibles, plusieurs modèles différents, du full flash, de l'hybride. On est capable d'adapter le socle aujourd'hui à votre besoin, que ce soit de la grosse VM performante ou de la petite VM qui fait du stockage. Ah, alors, je sais plus si tu l'as dit, mais c'est du flash dans les nœuds qui amène de la performance. Ouais. En fait, voilà, les nœuds proposés sur cette offre-là, on est parti sur une configuration hybride, à savoir que le stockage pur et dur, lui, est sur des disques de 4 Tera, et le cache, lui, est sur un disque SSD. Donc c'est un fonctionnement de type vSAN, hein. Donc c'est le fonctionnement de vSAN. Aujourd'hui, on est capable d'adresser avec plus de disques capacitifs, plus de disques de cache, mais aussi des configurations entièrement full flash. Donc, et on peut mixer les nœuds au sein du cluster. Ouais. Donc, j'ai plus la main. Ouais. Petit souci technique. Ouais, après, ça y est. Donc voilà. Donc en périphérie de l'ensemble, donc on peut proposer des services complémentaires. On l'a vu, du service et de la sauvegarde managée au travers de l'offre Backup as a Service Vim Cloud Connect. Mais ça peut être aussi de faire le PRA de la solution en imaginant un Flex Cloud chez vous en service managé ou pas. Et un environnement chez Flowline, chez AWS pour pouvoir faire ce PRA et d'avoir que l'environnement de prod chez vous et d'avoir la position de repli chez nous. Et sur différents clouds, hein, comme je disais, AWS, Azure, Flowline, pour pouvoir manager. Donc toutes ces solutions-là, évidemment, elles sont éprouvées. Hein, on travaille déjà avec ces différents clouds. On a beaucoup de références clients qui fonctionnent dessus et beaucoup de références aussi VxRail. Donc en conclusion, voilà, on est parti sur cette offre-là pour avoir une approche one click upgrade ou single point of contact, d'avoir voilà, un constructeur dès l'EMC VMware qui pour rappel a racheté VMware l'année dernière, donc d'avoir un seul mainteneur unique. Donc on est dans un écosystème full VMware, on a une solution qui est homogène et voilà, et permet de faire du débord dans le cloud. Le VxRail Manager qui simplifie énormément toute l'administration de l'infrastructure et évidemment un accompagnement en service de SCC avec une solution clé en main, mais aussi toute l'expertise autour du Data Center Automation avec des équipes. Hein, la BU Data Center Automation est composée de 15 personnes et qui fonctionne sur toutes ces technologies-là, de l'infogérance, du backup as a service et du conseil autour de l'implémentation de cette technologie, puisque même si, au vu de ce que l'on dit, on peut penser que bon voilà, on met un serveur x86, c'est simple. Il y a quand même et moi j'étais assez surpris au début, c'est qu'il y a quand même un gros travail de design pour s'assurer de la bonne performance, parce qu'on a tendance à dire plus c'est simple, plus c'est pointu. Donc il faut bien gérer l'architecture, le dimensionnement de l'ensemble de l'infrastructure. Autre point intéressant aussi que j'ai pas forcément développé sur cette offre-là, mais il faut toujours penser aux infrastructures actuelles qui sont potentiellement chez vous, à savoir aujourd'hui si vous avez un environnement de type VMware avec serveur, switch et baie de stockage, comment je vais interfacer cette infrastructure sur lequel il peut potentiellement rester quelques années de maintenance, et qu'est-ce que je vais en faire si je dois faire l'acquisition d'un Flex Cloud. Aujourd'hui, la facilité justement en passant par du logiciel et non plus pas du matériel, ça ouvre des perspectives qui font que moi c'est un retour que j'ai eu client, où on a accompagné un client qui aujourd'hui a une architecture legacy serveur switch stockage sur lequel il lui restait 1 à 2 années de maintenance, et il ne voyait pas quoi en faire suite à l'acquisition de son Flex Cloud. Simplement aujourd'hui, comme je disais, il y a une suite logicielle intégrée à VxRail qui s'appelle Recover Point for VM et qui permet de faire de la réplication des machines virtuelles via le vSphere. Donc cette solution logicielle permet aujourd'hui d'interfacer le socle VxRail à l'ancienne architecture legacy, et qui retransforme l'ancienne architecture legacy comme étant une target de PRA
Aujourd'hui, on a réutilisé l'ancienne architecture du client pour faire du PRA, la production ayant basculé sur le socle FlexCloud. Voilà, donc ça permet justement d'avoir une agilité, même si on a une architecture et on n'a pas envie forcément de s'en débarrasser, ou parce qu'il nous reste des années d'amortissement dessus, par exemple, et choses comme ça. Donc c'est assez intéressant de passer du côté software. Ça ouvre des perspectives d'agilité, de flexibilité. Donc c'est pas pour rien qu'on l'a appelé FlexCloud, hein, voilà. Donc voilà, on est à votre écoute. Si vous avez des questions, on va lancer les questions-réponses.